Nous allons maintenant entendre Yves Vaillancourt et par la suite, nous aurons une période de questions jusqu'à environ 10h45. Chers amis indépendantistes, je remercie les organisateurs de ce colloque des IPSO, notamment Micheline Labelle et André Jacob, pour l'invitation à traiter le thème de l'impact sur les politiques sociales de 15 ans de gouvernance PLQ. Au début, lorsque j'ai fourni un titre pour mon intervention, j'avais choisi 15 ans de piétinement du modèle québécois de politique sociale. Après réflexion, j'ai décidé de remplacer le mot piétinement par celui de recul pour établir un diagnostic touchant l'ensemble des politiques sociales pendant la période. Ce qui n'empêche pas de reconnaître que certains dossiers spécifiques de politique sociale puissent avoir connu tantôt des reculs, des piétinements, parfois des démantèlements et parfois même des avancées, comme dans le dossier de l'assurance parentale en 2006. Ces années-ci, le fait que la montée du nationalisme puisse aller de pair avec celle des politiques sociales d'orientation social-démocrate et innovante est loin d'aller de soi. Défendre une telle position, c'est risquer de se retrouver à contre-courant. Personnellement, je n'ai pas de problème à reconnaître que dans plusieurs pays, la montée du nationalisme est un phénomène de droite qui va de pair avec la promotion de politiques sociales néolibérales. Par contre, j'ai un problème majeur lorsque ce type de constat tend à légitimer une position de principe à l'effet que les choses se passent toujours ainsi. Pourtant, les faits historiques sont têtus et démentent de telles affirmations. Avec d'autres chercheurs comme Bélan et Lecourt, Alain Noël, Olivier Jacques et Prerna Singh, j'attire l'attention sur le fait que dans les États plurinationaux, comme le Royaume-Uni, le Canada et même l'Inde, on a vu ces dernières décennies des États subnationaux, comme l'État écossais, l'État québécois et l'État Maharashtra, utiliser leur portion de souveraineté pour s'engager, souvent avec la participation de leur société civile, dans la construction de politiques sociales progressistes, post-néolibérales et innovantes. Je cite Noël. Historiquement, au Québec comme ailleurs, la social-démocratie a aussi bénéficié de son association avec l'affirmation d'une identité nationale. Dans l'analyse du modèle québécois de politique sociale, je m'intéresse à deux questions. Un, sur le plan quantitatif, y a-t-il développement de nouveaux programmes prenant la forme de transferts monétaires ou d'offres de services pour réduire les inégalités sociales? 2. Sur le plan qualitatif, qu'en est-il de la participation de l'État québécois et de la société civile à la conceptualisation et à la mise en œuvre des dispositifs et des politiques publiques? Quelle place est réservée au dialogue social et à la co-construction des politiques publiques et autres dispositifs? Je vois la période 2003-2018 comme la quatrième d'une série de 4 périodes. Période 1, avant 1960, l'État québécois intervient peu, laisse faire la famille, l'Église et le marché. Il y a beaucoup de nationalisme, mais peu de politique sociale progressiste. Période 2, les années 60, 70 et 80. L'État québécois agit comme un grand planificateur et maître d'œuvre en matière de politique sociale. Il prend toute la place et fait ombrage à la société civile. C'est la période du modèle québécois première manière, plutôt étatiste. L'État planifie, régule, finance, administre, gère, évalue tout seul. Période 3, les années 90 et le début des années 2000, au temps des gouvernements du PLQ de Bourassa à la fin et du PQ de Parizeau, Bouchard et Landry. Période du modèle québécois deuxième manière, émergence d'une douzaine de politiques social-démocrates innovantes,
qui sont souvent co-construites par l'État québécois et les acteurs de la société civile. Dans le modèle québécois renouvelé de cette période, l'État québécois se comporte en État national qui s'affirme en utilisant au maximum ses juridictions en politique sociale, tout en favorisant la participation des acteurs de la société civile, notamment les acteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'action communautaire, pour concevoir et faire des politiques sociales, ce qui donne de la co-construction au sens fort. Période 4. Les années de gouvernance PLQ, des gouvernements Charest et Couillard, entrecoupés par le court intermède du gouvernement minoritaire du PQ de Pauline Marois. Revenons sur la comparaison entre les périodes 2 et 3. Pour mettre en lumière les reculs de la période 4, je rappelle les initiatives progressistes et innovantes de la période 3 qui ont été souvent ignorées et dénigrées ces dernières années, non seulement par la droite fédéraliste du PLQ et de la CAQ, ce qui est normal, mais aussi par une partie de la gauche souverainiste à l'intérieur du PQ et surtout à Québec solidaire, ce qui est surprenant, troublant et dommageable. Dommageable parce qu'en dénigrant les nombreuses réformes novatrices de cette période, on s'enlève des leviers sur lesquels on pourrait s'appuyer pour faire à nouveau des politiques sociales démocrates innovantes dans les années qui viennent. À mon sens, il y a lieu de contester ce mythe de la période numéro 3, vu comme étant essentiellement celle du virage néolibéral du gouvernement du PQ. Retour sur les réformes de politique publique de la période 3. Plus concrètement, quelles sont ces initiatives de politique innovantes et progressistes auxquelles je fais référence? Il faut les renommer ici pour avoir clairement en tête ce dont on parle et bien comprendre qu'on est à milieu d'un ensemble de politiques qu'on pourrait qualifier de néolibérales. Nommons-les en distinguant celles apparues sur Bourassa, puis celles apparues sous le PQ. Sous le PLQ de Bourassa, au début des années 90, seulement 3 exemples. 1. La réforme de la santé et des services sociaux du ministre Marc-Yvan Côté. Il faut oublier son image dans les médias d'aujourd'hui. Reconnaît l'autonomie des organismes communautaires et promeut au plan local et régional des formes de gouvernance des établissements publics qui font une place décisionnelle à la participation des usagers, des personnels d'établissement et des parties prenantes de la communauté. 2. La politique de santé et bien-être lancée en 1991 souligne l'importance des déterminants sociaux de la santé et rappelle l'importance du préventif autant que du curatif. 3. Une politique de la main-d'œuvre impulsée par le ministre Bourbeau qui tient compte des résultats de la démarche du Forum de l'emploi présidé par Claude Bélan du Mouvement des Jardins et qui a créé la SQDM, Société québécoise du développement de la main-d'œuvre, dont la forme de gouvernance octroie une place majoritaire aux partenaires du marché du travail. Sous le gouvernement du PQ, 1. La création du réseau des Carrefours Jeunesse Emploi à partir de 2004. 2. Le rapatriement des programmes fédéraux de formation de la main-d'œuvre et la transformation de la SQDM en Emploi Québec. 3. La politique familiale comprenant une offre plurielle de services de garde à l'enfance dans lequel le réseau des CPE appartenant à l'économie sociale et solidaire constitue l'épine dorsale, tandis que les garderies commerciales conservent un espace résiduel. 4. Le programme Accès Logis dans le domaine du logement social et communautaire. 5. La politique de reconnaissance de l'économie sociale et solidaire et la création du chantier d'économie sociale. 6. La politique de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires qui touche 5000 organismes et franchit les étapes au cours des années qui suivent. L'action communautaire constitue ici un levier pour introduire de l'innovation et de la prévention dans l'architecture de plusieurs domaines de politique sociale qui touchent des personnes vulnérables ou des catégories plus universelles. 7. La politique d'équité salariale. 8. La création du programme d'assurance médicaments. 9. Les conseils régionaux de développement. 10. La politique de développement d'un réseau d'une centaine de centres locaux de développement, des CLD,
vus comme des outils de développement dans des communautés locales et des mécanismes de dialogue social visant le rapprochement entre les élus locaux et les acteurs de la société civile. 11. La politique de maintien des frais de scolarité au niveau le plus bas en Amérique du Nord. 12. La politique de création d'un réseau de centaines d'entreprises d'économie sociale en aide domestique. 13. Législation concernant la pauvreté et l'exclusion sociale, la loi de 2002. 14. Politique de reconnaissance et de soutien de l'économie sociale. 15. Le rapatriement des politiques de formation de la main-d'œuvre et la création d'Emploi Québec. La Commission des partenaires du marché du travail qui succède à la SQDM à la suite de l'entente fédérale provinciale sur la main-d'œuvre survenue en 1998. Je me penche maintenant sur les attaques contre le modèle québécois pendant la période 4. Je l'ai expliqué ailleurs souvent. Sous le gouvernement Charest, il y a abandon du dialogue social, mais il n'y a pas d'obsession par rapport au déficit zéro. Sous le gouvernement Couillard, il y a politique d'austérité et absence de dialogue social. En dépit du fait que Couillard a toujours nié l'existence des politiques d'austérité en disant qu'il avait tout au plus favorisé un ralentissement temporaire de la croissance des budgets. Rappelons les faits. 1. Sous le gouvernement Charest, les CRD deviennent des CRE, puis sous le gouvernement Couillard, les commissions régionales d'élus sont éliminées. 2. Sous le gouvernement Charest, on adopte une politique nationale de la ruralité, laquelle sera bientôt sabordée par le gouvernement Couillard. Et sous le gouvernement Couillard, la moitié des 100 CLD sont abolis. C'est la disparition des instances régionales et locales de coopération et de consultation. C'est l'affaiblissement de la présence de la société civile dans le développement local et régional, ainsi que la concentration du pouvoir dans les mains des élus. 3. Les régies régionales de la santé et des services sociaux sont remplacées par des agences régionales de la santé et des services sociaux sous Charest. Puis, sous le gouvernement Couillard, les agences sont éliminées. 4. En 2012, le gouvernement Charest lance une offensive pour imposer une hausse substantielle des frais de scolarité universitaire, mais cette offensive est freinée par le mouvement des carrés rouges et l'arrivée du gouvernement Marois. 5. Le gouvernement Couillard applique une politique d'austérité pendant ses 3 premières années budgétaires, dans la perspective du stop and go. Lors du premier exercice financier 14-15, 13 ministères sur 20 ont été contraints de diminuer leurs dépenses par rapport à l'exercice financier 2013-2014. Dans ce contexte, les budgets de santé publique sont coupés, par exemple, de 30 %. 6. Les CLSC, qui avaient des conseils d'administration composés aussi d'élus des usagers et qui avaient sont fusionnés avec les hôpitaux et qui avaient été fusionnés avec les hôpitaux, ont perdu leur conseil d'administration pour ensuite être intégrés dans les CIUS sans représentants de la société civile. Établissement d'une relation top-down entre le ministre et les établissements du réseau santé et services sociaux et les autres acteurs périphériques. Arrivée d'une nouvelle vague d'hospitalo- et de médicalo-centrisme, parmi les 3 S, santé et services sociaux, il n'y a plus que le premier S qui compte. La politique de santé et bien-être n'est pas officiellement abandonnée, mais on l'a pratiquement oubliée. 7. Au moment où les services socio-sanitaires subissent des coupures drastiques, notamment pour les clientèles les plus vulnérables, la rémunération des médecins connaît une hausse de 15 à 20 % de l'ensemble du coût des dépenses de santé. 8. La politique axiologie concernant le logement social traverse tant bien que mal les années Charest, mais pendant les années Couillard, certains signaux donnent l'impression que ces jours sont comptés. 2 années d'affilée, le nombre des nouvelles unités de logement social accordées est coupé de moitié, en passant de 3 000 à 1 500 par année. En 2017, 2018 et cette année, on a remonté à 3 000. Mais les acteurs du logement social s'inquiètent du fait que le processus de révision du programme Axiologie s'étire et que les rumeurs de son éventuelle disparition ou restructuration persistent. 9. La reconfiguration des politiques de services de garde à l'enfance. Sous la gouverne libérale,
depuis 2003, le dossier des services de garde à la petite enfance n'a pas été démantelé. Loin de là. Mais il a été fortement reconfiguré. Gérald Larose parle de perversion de la politique. Sur un plan quantitatif, le nombre de places a continué à augmenter considérablement pour atteindre 300 000 en mai 2018. Mais sur le plan qualitatif, les gouvernements du PLQ déploient des efforts pour infléchir le sens de la politique en affaiblissant le modèle provenant de l'économie sociale et solidaire et en renforçant le modèle commercial. Depuis 15 ans, il y a eu une augmentation de 1000 à 65 000 garderies commerciales non subventionnées. Discussion, 3 pistes de réflexion. 1. La poursuite du déficit zéro sous le gouvernement Bouchard et le gouvernement Couillard, c'est pas la même chose. Les composantes de la gauche qui font l'erreur de se représenter la période 3 comme si elle se résumait à une série de mauvais coups néolibéraux qui auraient gangréné l'ensemble des politiques publiques, notamment celles des années des mauvais coups du virage néolibéral, notamment celles des années 96-2000. On parle comme si Lucien Bouchard, et là je pense qu'on fait vraiment souvent une analyse de type psychologique, aurait imposé ses idées sans contrepartie à la manière d'un individu conservateur, ce qui est vrai, qui aurait été coupé de son Conseil des ministres, de l'Assemblée nationale, de son parti politique et de sa société civile. C'est oublier que Lucien Bouchard était aussi un premier ministre doté de grandes capacités de négociateur. Je cite Gérald Larose dans un texte inédit. Sous Lucien Bouchard, il y a eu le prix du déficit zéro. Mais contrairement aux coupes d'austérité que nous venons de vivre, ce déficit zéro a eu comme contrepartie une relance sociale, les CPE, équité salariale, développement local et régional, économie sociale et solidaire, d'une ampleur rappelant celle de la Révolution tranquille et dans laquelle la société civile a été profondément mise à contribution pour des bénéfices partagés, immensément partagés et favorables au monde ordinaire. L'élément du modèle québécois des politiques sociales, ce n'est pas tant la quantité de politiques redistributrices, c'est l'aspect qualitatif qui est relié à l'utilisation d'outils du dialogue social. Et dans le modèle québécois deuxième mouture, les acteurs de la société civile ne sont pas d'abord des instruments dans la mise en œuvre des politiques publiques, mais ce sont surtout des partenaires qui participent à l'élaboration de ces mêmes politiques. Deuxième piste de réflexion, très brièvement, le référendum de 1995 a été un incubateur et un levier pour l'avancement au Québec de politiques sociales démocrates innovantes, souvent reconnues comme telles dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Dans nos bilans du référendum de 1995, avec le recul du temps, ne pourrait-on pas dire qu'on a souvent été masochiste? Le référendum de 1995, malgré son résultat négatif pour la question nationale, a eu des résultats positifs pour les politiques sociales dans les années qui l'ont précédé immédiatement et qui ont suivi. Il a été un incubateur de politiques sociales progressistes dont les accomplissements, le modèle québécois de politique sociale novatrice et social-démocrate, apparu dans les années 1995-2002, ont fait preuve de résilience face aux manœuvres de démantèlement déployées pendant les 15 années de gouvernance PLQ. Je vais procéder vite maintenant pour m'approcher de ma conclusion qui prend moins d'1 minute. Le troisième point, c'était l'idée que le nationalisme dans les États sub-étatiques, c'est un concept très intéressant de sciences politiques, peut être conjugué avec une montée de politiques sociales innovantes, anti-néolibérales et social-démocrates, et un autre cas qu'il faudrait prendre en considération en s'appuyant sur d'excellents articles d'Alain Noël, publiés dans Options politiques, un article, entre autres, que je cite, sur le cas de la Fédération de l'Inde, qui est une fédération immense, dans lequel il y a une montée du développement social dans des États où il y a
ce qu'une politologue appelle là, un concept d'identité partagée qui a été construit. Et dans ce concept d'identité partagée, les politiques sociales qui contribuent au développement, c'est quelque chose, c'est un élément important. Ma conclusion, c'est que j'avance une proposition, c'est qu'en tant que souverainiste intéressé à la promotion de politiques sociales démocrates innovantes, nous avons un devoir de mémoire à accomplir pour rompre avec l'oubli et le dénigrement du riche héritage bâti pendant la phase 3 de l'histoire des politiques sociales, parce que cet oubli nous affaiblit à l'heure actuelle pour rebondir vers l'avant. Politiquement, en nous adonnant à ce devoir de mémoire, ne pourrions-nous pas transformer l'héritage de la période 3 en levier au lieu de continuer à le traiter comme s'il était un sabot de Denver? Pourquoi ne pas reconnaître que la montée d'un mouvement national subétatique au Québec au cours de la période 2 et 3, tout comme celle apparue en Écosse au cours des années 80 à 2018, a favorisé le développement de politiques sociales généreuses et innovatrices? C'est ce que souligne Alain Noël en faisant écho à la contribution de Bélan et Lecourt, d'où l'importance de renouer avec la dynamique nationaliste progressiste de la phase 3 pour se construire entre indépendantistes progressistes particulièrement, se construire une identité partagée et se redonner un élan en tant qu'indépendantiste engagé dans le développement social autant que dans le développement culturel et économique. Merci. Indépendance ni à gauche ni à droite, je suis d'accord avec ça. Puis mais ça veut dire, mais il n'y a pas lieu. On peut être d'accord avec ce principe et faire de la place et même souhaiter qu'une place soit faite à toutes les mouvances qui sont favorables à l'indépendance du Québec à un moment donné où il y a des tests. Mais ceci étant dit, je pense que la mouvance indépendantiste et progressiste, être indépendantiste et social-démocrate et de gauche, doit quand même prendre acte du fait qu'elle est un levier important, tu sais, dans le sens de ce que j'ai montré. Là. Dans la période antérieure, là, il y a des remarques à faire sur la période du Plessis. On l'a évoqué dans certaines interventions tout à l'heure. Alors, je pense que dans le mouvement indépendantiste, et pour favoriser une transformation de notre société, le social et le national ont fait leurs preuves historiquement et ont un potentiel pour continuer à le faire si on est capable de sortir de la période du PLQ sans donner le volant à la CAQ. Deuxième question de Micheline Labelle. Moi, j'ai travaillé ma présentation quand on est un peu plus avancé dans l'âge, on est moins vite pour travailler nos interventions, on en fait moins souvent. J'essaie de les préparer de temps en temps, et celle-là est importante pour moi depuis un mois. Alors ça, c'est une version courte que je vous ai donnée, j'ai des versions longues, j'ai une bibliographie que je mets à côté de ma version courte, même si je m'en sers pas. Je dirais, Micheline, que moi, ce que je souhaite en venant ici, là, en ayant livré un peu la conclusion, là, c'est de creuser l'appétit par rapport à un contenu de position d'identité partagée là, qui pourrait être dynamisante au Québec et pertinente pour nous faire avancer. Qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans? Je pense qu'il faut se regrouper un certain nombre de personnes à l'heure actuelle. Moi, je vais relancer Alain Noël sur ce concept-là, qu'il a utilisé à quelques reprises dans des rubriques. C'est sûr que les politiques sociales progressistes devront être là. La dimension de solidarité internationale devrait être là à mes yeux. Le français comme langue principale qui nous identifie au Québec devrait être affirmé. Des principes sur la laïcité devraient être placés. L'ouverture aux communautés autochtones devrait être présente.
j'en laisse mais il y a comme une discussion à faire. C'est pas trop clair pour moi. C'est intéressant de retourner en Écosse puis en Inde, parce que en Inde, évidemment, le concept d'État sub-étatique, j'ai fini par comprendre que c'est dans une société où tu as plusieurs États. Hein? En France, c'est un seul État. C'est pas le concept ne peut pas être géré de la même manière. Mais au Canada, tu as l'État fédéral, puis tu as 10 États provinciaux, puis tu as 3 États territoriaux. Ce sont des entités sub-étatiques. Et la réflexion sur le lien entre le mouvement pour affirmer une identité nationale et l'utilisation des leviers du pouvoir d'État, bien, ça renvoie finalement à des pays comme le Canada. L'Écosse est dans le Royaume-Uni, où il y a d'autres États. La Catalogne, je ne l'ai pas mentionné. Par contre, en Inde, il y a un livre extrêmement intéressant que Alain Noël a bien résumé dans un de ses articles. Et on voit que dans 3-4 États, là, dans cette fédération immense où il y a plus d'1 milliard d'habitants, il y a des démarches vers le développement social. Bon. Mais en attendant, pour M. Rémillard, la question, en attendant, faisons un bout de chemin. Parce qu'à l'heure actuelle, la souveraineté n'est pas là comme objectif atteignable demain matin, mais c'est évident que la prochaine élection est importante pour essayer de faire en quelque sorte un débat public, puis des explications qui donnent les moyens à plus de personnes de comprendre que l'avancement de nos politiques sociales, ça passe par l'utilisation maximale des juridictions que nous donne l'État québécois. Puis la souveraineté, c'est au moins de ne pas nier ce qui est déjà là en partant, et c'est de le renforcer pour que ça donne plus de performance dans l'action. Mais je pense que chaque fois qu'on réussit quand même à redevenir nationaliste québécois dans le bon sens du terme, et à cet égard-là, l'appareil d'État québécois, il n'est pas totalement démantelé. Hein? Vous avez utilisé démantèlement tranquille. Hein? C'est intéressant de réfléchir sur le concept. Il reste un dispositif qui est redynamisable et réutilisable, mais pas en faisant du mimétisme de la période 3, dont j'ai parlé en des termes positifs, parce qu'on en dit trop souvent du mal dans les milieux que je fréquente. Bien, peut-être, en faisant un détour avec mes copanélistes, je dirais que par rapport à ce que Danick vient de dire, oui, dans certains cas, c'est clair, le démantèlement ou l'élimination d'un certain dispositif institutionnel qui a été développé pendant la Révolution tranquille, puis y compris pendant les dernières années. Mais souvent, c'est l'âme même de ces institutions qui va être attaquée, et d'où le concept de perversion par rapport à certaines institutions et à certains héritages de politiques publiques qui ne sont pas attaquables de front. Le gouvernement libéral des 15 dernières années les a attaqués par la porte d'en arrière. Par exemple, dans le dossier des CPE, c'est évident que c'est un dossier exemplaire dans un cadre international et ça répond à des besoins et ça touche finalement près de 60% des enfants de 0 à 6 ans au Québec à l'heure actuelle, avec les 300 000 places. Alors, l'idée, et ça a été conséquent depuis Charest, et c'est continué par Couillard, c'est de stopper l'espace qui est pris par les CPE, les entourer d'une clôture là pour vraiment les empêcher d'être contributifs à finalement l'évolution de la politique publique les concernant. Et puis, c'est de renforcer le voisinage d'économies plurielles et mixtes, particulièrement de type commercial, avec l'argument que c'est la compétition et la concurrence et la liberté de choix qui vont faire des bonnes choses dans ce domaine-là. Et le ministre actuel dit ne pas aimer une forme d'offre de service plus qu'une autre. Il est totalement neutre, ce qui est tout à fait formidable. Un dernier petit mot, c'est par rapport aux interventions qui ont été faites. D'abord, sur les Patriotes, le texte de Gérald, auquel j'ai fait référence, moi, j'aime beaucoup les interventions de Gérald, mais je le force à écrire parfois. Mais là, c'est pas moi qui l'ai forcé. Mais le texte que j'ai cité, il date du 20 mai. C'est une présentation faite devant 300 personnes
à l'occasion de la fête des Patriotes. Alors, par rapport à la question sur l'héritage des Patriotes, je pense que ton texte, Gérald, et j'y ai fait allusion, nos interventions sont filmées. Il va y avoir des choses qui vont se passer après le colloque des IPSO. Il faut que ces idées-là continuent de circuler. Et personnellement, je répète que l'identité nationale partagée, là, ce concept-là, qui est très intéressant sur un plan conceptuel, doit être rechargé de concrétude et il faut qu'il y ait des gens qui travaillent ensemble pour lui donner de la chair. Alors, moi, j'ai certaines idées. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées et c'est une façon de contribuer à ce que le social et le national se reconnectent ensemble. Merci. Merci pour vos interventions. Nous allons prendre une pause jusqu'à 11 heures où le colloque va reprendre. Merci de votre attention et à tantôt. C'est vraiment incroyable. Mais il n'y a pas le petit doigt. C'est que